Antoinette Layune, bonjour et bienvenue au Grand Télésommet du développement personnel. C'est un bonheur d'être avec toi aujourd'hui. Merci Annie, je suis très heureuse d'être ici aussi. Antoinette, on a 30 minutes pour raconter l'histoire d'une vie remplie de points de bascule. C'est une vie qui est fascinante et c'est surtout une vie de résilience. Le titre de ton article dans le livre Point de bascule, c'est « D'enfants soldats à ambassadrice de paix ». Déjà, on voit la charge de tout ce qui a été vécu. Alors, pour commencer, Antoinette, j'aimerais que tu me racontes tes origines, d'où tu viens, parce que tu es une magnifique Libanaise, tu viens du Liban. Et raconte-moi un peu, déjà enfant. Mais en fait, déjà enfant, j'avais le sentiment où j'avais une croyance en dedans, ou une vérité en dedans que j'étais comme un petit peu différente. Comme par exemple, quand ma mère, en bonne libanaise, qu'elle voulait que j'apprenne les choses de la maison, tu sais. Cours maison? Oui, c'est ça, cours maison 101. Moi, je résistais beaucoup, puis elle s'inquiétait, puis elle me disait « Mais qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande? » Puis je disais que moi, je vais écrire des livres, puis parler devant beaucoup de monde. Et un peu plus tard, je suis rentrée dans une école privée, dans un couvent, en fait, pour devenir sœur. Je voulais être sœur. Puis j'étais en pensionnat et je faisais des choses avec les filles du dortoir, puis une sœur est rentrée, puis elle était très choquée après moi. Et le lendemain, j'étais voir la mère supérieure, puis ça a l'air que je faisais des choses qui étaient contre la religion catholique, contre la religion chrétienne. Qu'est-ce que tu faisais, Antoinette? Je ne savais pas dans le temps, mais je faisais du yoga, puis j'enseignais la méditation. Sans le savoir. Sans le Donc, savoir. c'est inné. Parce qu'on va dire que tu as un titre quand même assez élevé au niveau du yoga. Hein? Oui, c'est ça. Comment c'est un Yogacharya, qui veut dire maître en yoga. Puis dernièrement, j'ai reçu aussi le titre Swami. Justement, Swami Shanti Ananda, qui veut dire, Shanti veut dire paix, puis Ananda c'est félicité, pour symboliser toute la démarche de ce que je fais. Alors, à l'intérieur de la Fédération francophone du yoga, c'est ça, c'est une reconnaissance, autant en tant que maître de yoga que Swami. C'est vraiment une bénédiction de recevoir ça. C'est ça. Alors, déjà très jeune, je ne savais pas, mais ça a l'air que j'enseignais des mantras parce que je faisais des sons, puis j'amenais les jeunes filles à faire des postures, puis tout de suite après, ce qui est comment la vie est faite, il a fallu que j'arrête d'aller au couvent parce que la guerre civile a éclaté, s'est éclatée au Liban. Et je suis rentrée avec ma famille dans une région plus sécuritaire, vu que je suis d'origine chrétienne. Alors nous sommes allés dans une région parce que les chrétiens et les musulmans ont commencé à se séparer de régions. Puis là, dans cette situation, tu sais, les bombes tombent, tu ne dors pas la nuit, tu dois aller te cacher pour ta sécurité. Au début, c'était beaucoup la peur et l'horreur de la guerre, l'insécurité. Et à un moment donné, ils ont commencé à faire des entraînements pour tout le monde, ceux qui veulent, et les enfants inclus. Ça, c'était en 75 et 76. Et moi, vu que je pense que j'ai toujours eu une attitude de guerrière, alors de se cacher, c'est comme tu y es juste dans l'attente du pire. Alors, je me suis enrôlée comme dans une milice pour un entraînement militaire qui était quand même... comme on voit vraiment à la télé. Maintenant, quand je pense, puis je me dis, mais ça se peut pas, un enfant de 12-13 ans qui fait ça. On entraîne vraiment les enfants à tuer? Est-ce que c'est comme ça? À tuer, mais où j'ai été, moi, entraînée, c'est tuer plus dans l'objectif de se défendre.
Parce que dans une guerre civile, il faut comprendre que n'importe qui, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que c'est comme dans les barbares, l'ancien temps, qu'il y a des personnes qui décident de rentrer dans une maison puis de tuer tout le monde, de les décapiter, les couper. On devient un état de C'est survie. horrible. Oui, C'est exactement. Alors, les enfants qui s'enrôlent comme moi, c'était pas du tout dans un objectif en premier pour tuer. C'est comme tuer dans une situation et qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce que tu t'isoles dans la peur ou est-ce que tu fais quelque chose dans l'espoir que si jamais tu es attaqué, tu peux te défendre? C'est bien sûr qu'il y a eu un entraînement militaire très poussé, avec même des machines automatiques, Des bombes, mitraillettes des et tout ça. mitraillettes. Ah oui. Puis il y a une scène que moi, c'est celle qui est le plus incroyable dans ma tête. Comment est-ce qu'on fait ça avec un enfant et comment l'enfant a le courage de faire ça? Il mettait une corde d'une bâtisse à l'autre au niveau du 3e étage. Et donc, ça faisait partie de l'entraînement qu'on va glisser sur cette corde-là, comme avec nos mains, avec une mitraillette dans notre dos, puis des bombes autour de notre tête, puis on traversait d'une bâtisse à l'autre. Imagine. Mais c'est même difficile à imaginer. Oui, ça l'est. Quand mes fils avaient 12-13 ans, puis moi, je les regardais, puis je me disais, mais comment est-ce que c'est possible? Mais quand tu y es dans l'expérience, quand c'est ton vécu, c'est ta réalité, tu ne te poses même pas cette question-là. Alors, ça devient un instant de survie, ça devient soit que tu es complètement pétrifié, terrorisé, ou tu fais avec ça. Tu fuis ou tu combats. C'est Exactement. un choix ou l'autre. Et je sais aussi que tu étais avec ton frère. Et à un moment donné, tu as vu ton frère se faire tirer devant tes yeux. Oui, ça c'est une expérience ou un vécu qui a été, même si j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des corps, en tout cas, mais le fait de voir mon frère tomber devant mes yeux, j'étais je regardais par la fenêtre, puis on n'avait plus de farine, on n'avait plus de pain à manger, puis il y avait un cessez-le-feu, et mes frères sont partis pour chercher des sacs de blé pour que ma mère puisse faire du pain. Et mon premier frère a passé, puis on entendait des coups de feu, c'était des snipers. Et mon deuxième, le plus jeune, il a passé, il avait 16 ans dans le temps. Il a passé, puis là, je l'ai vu tomber au sol, puis moi, j'ai cru qu'il a tombé pour qu'il évite les balles, comme on apprend dans notre entraînement. Mais un de ses amis a couru, il s'est caché en arrière d'un poteau, puis il lui a donné la main, puis quand mon frère a levé la main, il l'a laissé tomber comme ça. Puis moi, je le voyais, là, c'était pas loin. Quand j'ai vu ça, je pense que j'ai fait le plus grand hurlement de ma vie. C'était quelque chose à être témoin de ça. Et ma mère était chez la voisine, plus loin, et sans que personne l'avertisse, je l'ai vue courir, nu-pied, courir, puis elle criait mon fils, mon fils, mon fils. C'est comme l'instinct maternel a été, elle savait. Toute la détresse de la guerre. Et là, vos parents ont décidé de quitter le Liban justement pour apporter les soins nécessaires à ton frère. Oui, c'est parce qu'il était très, très gravement blessé. La balle, parce qu'il y a différents types de balles, hein? J'ai appris ça. Il y a des balles qui explosent en sortant pour causer des dégâts. Et lui, c'est ce type de balle qu'il a reçu, qui est pénétré par
la jointure de sa hanche et qui est sortie par son estomac. Alors, tous ses organes étaient à l'extérieur de son corps. Et ma mère, elle les remettait dans son corps en l'amenant à l'hôpital. Alors, il était très, très, très gravement... D'ailleurs, les médecins ne voulaient pas l'opérer parce qu'il manquait de l'anesthésie puis d'autres médicaments. Un médecin, il a dit, il n'a pas de chance de survie, ça ne vaut pas la peine qu'on utilise ça sur lui, les médicaments. Puis un des amis de mon frère a mis la carabine dans la tête du médecin en lui disant « Si toi tu peux jouer à Dieu, moi aussi ». Et c'est comme ça qu'il a été opéré. Est-ce qu'il lui a donné un sursis? Ils l'ont aidé. Hein? Ils ont fait vraiment ce qu'ils pouvaient, ils l'ont opéré. Mais il était gravement blessé pour 3 mois avec des chances de 90% de mourir. Et c'est comme ça qu'on est venu au Canada. Toute la famille. Moi, je ne voulais pas venir parce que je me sentais lâche de quitter la... C'est ça, Antoinette, que j'aimerais aussi que tu me partages parce que là, tu es adolescente au Liban. Oui. Et tu t'en viens ici, au Québec, au Canada. Au Canada, en Ontario. Oui, et là, les adolescents, là, ici, en Ontario, à ce moment-là, ben, les jeunes filles ne pensent pas du tout à ça, hein, c'est plus... mais est-ce que tu t'es retrouvée dans un monde... Complètement, oui, complètement. C'est comme si j'étais sur une autre planète. J'ai pleuré pour 1 an en disant à ma mère que je voulais retourner là-bas, que j'ai pas de place ici, que je comprenais pas ces jeunes filles-là, qu'elles prenaient le temps de se maquiller, de mettre du rouge à lèvres, de s'habiller toute coquette. C'est l'insouciance aussi de l'enfance qui mène à l'adolescence. Ouais. Toi, t'as pas... En fin de compte, ton enfance t'a été volée. Oui, effectivement. C'est ça. J'ai pas eu ça, mais dans le temps, j'étais même pas consciente de ça. C'est ça, quand on vit, quand on est là-dedans, on n'est pas conscient de ça. Moi, j'ai pensé que j'étais très, très forte. J'ai pensé qu'il n'y a rien à mon épreuve. Puis, tu sais, une fois, je marchais dans un coin et il y a un jeune garçon qui a arrêté puis qui m'a dit « Pourquoi tu marches comme un soldat? » Et moi, ça a fait comme « Mon Dieu, c'était quelque chose de réaliser que même ma démarche était comme un soldat. » Puis j'avais quoi, 14 ans dans le temps. Et c'est après que toute ma réaction, c'est 1 an de temps à tout ce que je voyais, que je disais que ces filles-là sont immatures, elles veulent juste s'amuser, jouer, puis moi, tout le peuple qui est en train de s'entretuer, de mourir, et moi, qu'est-ce que je fais ici? C'était très difficile. Mais à quel moment, Antoinette, tu as retrouvé une certaine paix dans l'esprit? Un matin, je me suis réveillée puis j'ai dit « Ok, je veux-tu continuer d'être dans cet état comment on peut l'appeler, de mélancolie, de colère également, de détresse. » Puis j'ai décidé, je ne sais pas comment, hein, dans le sens que j'ai décidé de m'adapter. Et j'ai commencé à m'adapter, puis quand j'étais, par exemple, à l'université, j'œuvrais en politique. Je voulais changer le monde. C'est comme si ce que j'ai vécu, ça s'est transformé pour « je veux changer le monde ». Oui, parce que tu as toujours été engagée dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Et à l'université, en politique, une chance que j'ai compris vite que je ne peux pas changer le monde par la politique, parce que j'étais vraiment engagée à l'Université d'Ottawa dans le temps. Tout le monde me connaissait. D'ailleurs, ils ont parlé de ce que je fais dans le Citizen, dans le Washington Post également, aux États-Unis, dans des choses que je faisais. Mais on disait quoi de toi?
Il disait que je voulais... c'est que en fait, je dénonçais certaines choses en politique que personne n'osait dénoncer, mais je montrais des faits historiques, parce que c'est ça. Et les faits historiques, c'était vrai. Alors, il y a beaucoup du monde qui était dérangé par ça, même le Parlement à Ottawa. Ils ont envoyé un ministre pour me parler dans le temps, pour me dire de me calmer, que je ne savais pas ce que je faisais. Ça dérangeait trop le Parlement. Puis moi, je ne comprenais pas. J'avais quoi, 20 ans, 21 ans. Je disais, mais je ne comprends pas comment une jeune fille de 21 ans peut bouleverser des choses. Mais bon. Alors, mais après ça, j'ai compris que c'est pas de cette façon-là. Et c'est là que j'ai commencé une démarche à comprendre l'être humain. Et par hasard, j'ai tombé sur le livre Autobiographie d'un yogi, puis un autre livre qui est La vie des maîtres. C'est vraiment par hasard. Parce que moi, j'étais en réaction avec l'être humain. Je voyais que l'être humain était plus dangereux que les animaux, même les animaux les plus féroces. J'avais comme une révolte en dedans de moi, et en découvrant ces livres, mais j'ai découvert une autre partie aussi de l'être humain. Puis cette partie résonnait en moi, c'était spécial, c'est comme si je connaissais ça. C'est du connu, mais je ne sais pas d'où ça venait. Et j'ai commencé une démarche très approfondie, autant en psychologie, parce que j'ai étudié à l'université. C'est là que j'ai changé même de programme à l'université, parce que au début, j'étais en sciences, j'étais en biochimie, puis j'ai changé en psychologie. Et je voulais comprendre l'être humain, je voulais comprendre comment est-ce que l'être humain peut être un être d'amour, qu'en principe, on est les enfants à l'image de Dieu, qu'en principe, on porte la divinité. Mais en même temps, c'est quoi qui se passe pour l'être humain qu'il peut aller se couper de son cœur, de l'émotion, de sa conscience, puis juste tuer son frère, tuer son voisin, tuer son cousin, tuer des gens qu'il connaît depuis plusieurs années, au nom d'une croyance, au nom d'une religion, au nom d'une différence. Et à travers ce cheminement-là, j'ai commencé à réaliser que les guerres n'existaient pas juste comme ça. Pas juste à l'extérieur de soi, c'est ça? Non, c'est ça. J'ai commencé à réaliser que dans les relations, on est souvent en guerre. Quand on veut prouver notre point à l'autre, quand on juge, quand on a des attitudes défensives, inconsciemment bien sûr, mais c'en est une forme de lutte et de guerre. Et aussi qu'on est en guerre avec nous-mêmes. Alors c'est comme si ce que j'ai vécu, ça commençait à prendre une autre tournure, que le résultat d'une guerre et de ce qui existe sur la Terre, c'est la manifestation de chacun de nous. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que pour changer le monde, il faut que ça commence par nous. Et j'ai débuté un cheminement autant psychologique que spirituel. Et la vie m'a amené à plein d'autres expériences. D'ailleurs, ça c'était un des points de bascule en moi. Mais même jusqu'à là, je ne savais pas encore toute la charge que je portais en dedans de moi. Parce que c'est sûr que ça fait aussi de moi une personne qui fonce, une personne qui... Oui, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, parce que même là, Antoinette, tu vas nous raconter ton histoire, puis on voit qu'il y a un côté lumineux à tout ça aussi. Exactement. C'est comment qu'est-ce qu'on fait avec nos expériences, tu vois.
Alors, moi, j'avais l'impression que j'étais forte, que je défonçais des murs, que j'étais même le commissaire aux finances à l'Université d'Ottawa. Après, j'ai tout le temps été en affaires. D'ailleurs, une de mes dernières compagnies, j'avais 100 employés là-dedans. Que cette compagnie, au début, était dans un état de faillite et que je l'ai remontée pour que dans le domaine où j'étais, qu'elle était très, très, très prospère. Puis j'avais 24 ans dans le temps. 24 ans? Oui, j'avais 24 ans dans le temps. Puis même avant cette expérience-là, on dirait que ma vie était point de bascule. Après un point de bascule, j'avais un amoureux qui s'est noyé pendant que j'étais là. J'avais 23 ans, 23 ans. Ça, c'était pénible. C'est pour ça que j'ai quitté Ottawa pour venir vivre dans la région de Montréal, parce que j'étais plus capable là-bas. Trop de souvenirs? Je marchais, puis je le voyais tout partout. C'était très, très souffrant, cette expérience-là. Et après, je continuais et j'étais en affaires, puis j'ai eu mes enfants. Et quand j'ai eu mon premier fils, c'était la plus belle expérience de ma vie parce que moi, je voulais tant avoir un enfant. Et mon fils, il est né, j'ai fait quasiment à l'hôpital, pas une crise, mais une menace, parce que moi, je suis arrivée à l'hôpital avec de l'encens, des bougies, de la musique, des mantras et tout ça. Et à l'hôpital, ils m'ont dit que je ne peux pas mettre ça dans la chambre la chambre de travail. J'ai dit, OK, je rentre chez moi. Non, ça va, on va te trouver un endroit. Alors j'ai dit, ils vont dire la folle, il faut qu'on la mette quelque part. Alors mon fils est né dans cette atmosphère-là. J'avais même un des profs de yoga dans le temps j'avais choisi des textes qu'elle lisait pendant que mon fils je sortais de mon ventre. Ah, mais c'est merveilleux, Antoinette. J'entends ton histoire passée et toi, tu as choisi consciemment d'accueillir ton propre enfant dans la paix et l'amour. Ah oui, Hein? ah oui. En fait, je ne sais pas trop d'où ça vient, cette conscience à un certain niveau, parce que moi, c'était clair pour moi que je ne veux pas léguer à mes enfants mes lourdeurs à moi. J'étais très consciente qu'il y a un espace de ce que je suis, que je vais leur communiquer ça consciemment ou inconsciemment. Alors, j'ai choisi de devenir consciente le plus possible. Et ça, c'était un moyen que je l'accueille dans un environnement vraiment sacré, parce que la vie est sacrée. Et c'était une expérience magique. Mais la minute que je l'ai mis la première nuit à la maison, dans le lit de bébé, je ne dormais plus. C'est comme si toutes les mémoires de la guerre se sont réveillées à ce moment-là. Est-ce que c'est ce qu'on peut appeler, c'est comme si le choc post-traumatique s'affirmait à ce moment-là? Exactement, c'est ça. C'est comme si le choc était dormant parce que j'étais dans un état de survie. Puis notre psyché est incroyable, hein, parce que la psyché peut faire ça. Souvent, les gens, ils disent on passe à d'autres choses, mais on passe à d'autres choses, on va juste le classer dans un tiroir quelconque, puis on ne sait pas quand ce tiroir va s'ouvrir. Oui, parce qu'il y a de grosses chances qu'il s'ouvre à un moment donné. Hein. C'est ça. Soit comme moi, à travers l'émotion, mais parfois ça s'ouvre aussi à travers la maladie. Alors, dans mon cas, c'est ouvert que mon psyché a commencé à me jouer des tours, que la nuit, pas juste la nuit, c'est devenu le jour aussi, qu'il y a danger, que quelqu'un va rentrer chez nous, qu'ils vont tuer mon enfant, qu'ils vont nous tuer. Je voyais des menaces tout partout. Mais une chance que je connaissais le fonctionnement psychologique de l'être humain. Tu avais déjà des bons outils, là. Oui.
je savais que c'était des mémoires qui surgissaient. Là, j'ai commencé à mettre tous mes outils en marche. Bien sûr, je suis retournée en thérapie parce que j'ai mes outils, mais quand on est dans des espaces comme ça, même si je pratique le métier de la thérapie puis de la psychologie, je suis retournée pour être accompagnée puis approfondir. Puis j'ai mis tous mes outils en marche. Je marchais en fait avec un mantra tout le temps. Dans le temps, c'était des petites machines cassettes. Oui, oui. Je l'avais tout le temps sur moi avec un petit fil dans mon oreille. Et c'était le mantra Gayatri, puis le mantra aussi Om Namah Shivaya. Alors, dès que mon esprit partait dans des pensées, je me ramenais avec un mantra. J'ai utilisé aussi beaucoup le mouvement du corps parce que vous savez, l'émotion, elle loge dans le psyché, mais elle loge aussi dans les mémoires du corps, dans les cellules. Et l'état d'être pétrifié, on le sait que quand on est pétrifié, c'est qu'on devient figé. Alors, moi, je mettais aussi mon corps en mouvement en même temps. C'était toute la conscience entre ce qui se passait dans mon psyché, qui se passait dans mon état émotionnel, et comment l'état émotionnel générait des pensées, et ces pensées généraient d'autres états émotionnels, et le corps qui réagissait à ça. Alors, j'ai mis autant le mouvement du corps que l'accompagnement de l'émotion, que l'accompagnement de l'esprit, à travers les mantras également. J'aimerais te poser cette question-là, Antoinette, parce que je sais qu'il y a sûrement plusieurs personnes qui nous écoutent qui ne savent pas ce que sont les mantras. Tu veux peut-être juste nous expliquer un petit peu? Oui, bien sûr. Si je peux l'expliquer très simplement, le mantra, c'est comme un son vibratoire qu'on peut appeler un son sacré, qui ont été transmis par des êtres sages. Comme exemple, le mantra Gayatri, on l'appelle la mère des mantras. Et ce mantra, ça a été un des premiers mantras que intuitivement j'ai adopté. Et j'ai su plus tard que d'habitude, on commence par ce mantra. Peut-être, si je me permets de la répéter, parce que c'est très beau. C'est Umbur Bhuvaha Svaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dimahi Deyo Yona Prachodayat. Alors, c'est un mantra qui fait appel à qu'on peut appeler à l'énergie de Gayatri, qu'on peut appeler la mère universelle, et on l'appelle la mère des mantras. Alors, comment le mantra agisse? Mais dans la religion chrétienne aussi, on a des mantras. Je vous salue Marie, quand on travaille avec le chapelet. Comme moi, ici, j'ai un mala, mais ça fonctionne de la même chose qu'un chapelet. Je sais qu'à l'Église, ils ne nous ont pas expliqué ça, mais en fait, pourquoi on répète « Je vous salue Marie » 10 fois? C'est aussi pour amener l'esprit dans un état comment je dirais, c'est pas d'hypnose, mais dans un état qui est concentré à une répétition quelconque. Alors, l'objectif du chapelet, c'est pas juste pour nous excuser de nos péchés, parce que souvent ça a été utilisé comme ça malheureusement, mais c'est aussi pour se mettre en lien avec une énergie vibratoire. Et le « Je vous salue Marie », quand on fait le rosaire, c'est pour se mettre en lien avec l'énergie de la Mère universelle aussi, qui est Marie, la Mère divine, en quelque sorte. C'est comme Gayatri. Alors, quand on répète ces mots-là, c'est des vibrations, hein, parce que les mots sont des vibrations.
ils ont un niveau vibratoire. Puis à force de répéter des mantras, mais on se connecte, ça crée comme un champ vibratoire qu'on peut appeler un égrégore. Alors quand on répète cette prière ou ce mantra, c'est comme si on ouvre la radio à une station et on se connecte direct avec le champ vibratoire de ce mantra-là ou de cette prière-là. Et l'objectif, c'est d'apaiser l'esprit, de calmer. Oui, c'est d'apaiser, mais on peut aller jusqu'à dénouer des obstacles, des lourdeurs, des blessures. Ah oui, et c'est dans ce sens-là aussi que toi, tu les utilisais pour oui, libérer tout définitivement. Ça. Parce qu'ils ont même fait des études sur les lignes de la main. Et ils prennent l'empreinte de la ligne de la main en chirurgie, puis après, la personne va travailler avec le mantra, exemple, Gayatri, pour 6 mois, mais il faut la répéter souvent parce que pour un mantra que ça active, ça prend la répétition de 100 000 fois dans la conscience. Sérieusement? Oui, et les lignes de la main se transforment. Alors, c'est pas juste... Donc, on peut transformer notre destinée. À un certain niveau, parce que quand on est né, on choisit de ramener certaines mémoires pour les travailler. Et si on ne prend pas conscience de ces mémoires-là, et si on ne les transforme pas, c'est ça qui fait qu'on répète la même chose. Alors, le plus qu'on devient conscient et qu'on transforme nos mémoires émotionnelles et mentales également, parce que oui, de travailler avec les mantras, mais les mantras, c'est un niveau. Il faut aussi travailler dans le quotidien sur nous-mêmes, parce qu'on a choisi une vie humaine et physique. Il faut travailler avec le corps, il faut travailler avec les émotions, puis il faut travailler avec la relation également. Parce que la relation est un moyen extraordinaire pour qu'on puisse se guérir de nos empreintes de vie. Hein? C'est important que je dise ça pour aussi ne pas penser que c'est juste en méditant puis en répétant de mantras. Oui, c'est merveilleux, c'est un outil, mais on a choisi une vie physique et humaine, on a choisi l'état relationnel, la situation relationnelle, on a choisi d'avoir des émotions et il faut le travailler dans le concret, autant avec notre corps que notre cœur, que notre mental. Et c'est pour cette raison-là que j'ai créé cette approche que j'appelle l'approche de l'architecture humaine. Oui, bien parlons-en parce que ça aussi, tu as ton institut, c'est l'Institut Université qui s'écrit avec univers, cité, entre la une. Et justement, tu as créé une approche parce que là, on parle de tous les moyens que toi, qui ont été tes outils, mais en fait, maintenant, tu transmets ces enseignements-là aux gens, là. Effectivement, parce que pourquoi le nom université, c'est pour faire un jeu de mots, pour amener les personnes. Il y a beaucoup des étudiants qui disent que j'ai un diplôme de l'université de vie, quoi. Parce que c'est ce qu'on apprend. Puis oui, de transmettre ces différents moyens, autant à travers le corps que l'émotion, que l'esprit, comment ça fonctionne. Alors, il faut s'occuper de notre côté psychologique. Ça, c'est super important et pas l'ignorer. C'est comme il faut s'occuper de notre corps également et non pas juste de notre côté émotionnel. Oui, parce que tu me disais, même Annie, il y a des exercices très physiques quand on est en train de faire un point de bascule ou même pour le stimuler et dire là, il y a une bascule qui doit se faire. Toi, tu bouges vraiment. C'est vraiment, tu utilises le corps pour... Oui. Moi, je crois que... D'ailleurs, regarde, juste quand on a peur, pourquoi je donne cet exemple? Parce que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Quand on est surpris, le corps réagit. Il fait une réaction. Alors, c'est comme moi, je suis partie de ça pour dire, d'accord, le corps réagit et la science et la médecine nous disent de plus en plus que toutes les maladies sont à la base, c'est à travers nos états émotionnels. Alors, j'amène les personnes à utiliser le corps dans le mouvement pour libérer leur lourdeur,
mais en même temps de créer des états qui veulent à travers le mouvement aussi. Si la peur, ça s'imprègne en nous, ça s'imprègne par l'émotion, puis après dans le corps, mais je crois, et c'est ce que j'enseigne, c'est qu'on peut faire le mouvement, au contraire, c'est comme pour aller installer la paix en nous. Alors j'enseigne des mouvements tout en étant dans la présence, dans l'état émotionnel et mental, c'est que on va travailler l'union âme-corps-esprit, parce que l'union âme-corps-esprit, il y a beaucoup des enseignements en lien avec ça, mais ces enseignements sont souvent théoriques, sont souvent philosophiques. Comment amener cette union dans le corps, l'âme et l'esprit, mais il faut que le corps soit présent dans le mouvement. Il faut que l'émotion soit ressentie et il faut que la pensée soit alignée avec l'émotion. Alors, aller aligner un mouvement avec l'émotion, le ressenti et avec la pensée, alors c'est là qu'on devient en union dans le corps, qui est le temple de notre âme. Il est absolument nécessaire, notre corps, parce qu'il est le temple. Alors c'est à travers le corps qu'on va ouvrir la porte pour aller à l'intérieur de nous, vu qu'il est le temple, pour aller à la rencontre de notre âme qui est dans le cœur et qui est dans nos états émotionnels, parce que c'est comme ça qu'on rencontre notre âme, c'est à travers cet état, soit l'état de la paix ou l'état de l'amour. Et en rencontrant notre âme dans notre cœur, mais notre esprit devient aligné et on devient uni. Notre corps, notre âme et notre esprit. On comprend, Antoinette, quand vous avez reçu le titre d'ambassadrice de la paix. C'est beau de nous entendre parler. Je suis rendue, je le vois, tu vois. Antoinette, j'aimerais qu'on présente, parce qu'on va devoir terminer notre belle rencontre. Tu as écrit aussi le livre Les 10 clés de l'amour. Oui. L'amour humain et l'amour divin. Oui. C'est vraiment ta mission de vie, hein? Quand on t'écoute, là, je vois, là, il y a une paix qui s'installe, et ce qui est beau, c'est vraiment c'est ça, c'est l'unité avec le monde physique, le monde émotionnel, le monde spirituel. C'est ton chemin de vie aussi, hein? Parce que on n'a pas le temps de parler de tous tes points de bascule, mais il y a eu des pertes financières ou amoureuses, il y a eu tout ça, et tu as vu le plus noir avec le plus beau, le plus lumineux. Mais c'est vraiment un bel exemple de résilience. Qu'est-ce que tu aurais à dire, Antoinette, pour terminer, à la personne qui vit quelque chose de très difficile et qui se croit victime de la situation? Tu sais, moi, il y a une histoire qui m'a beaucoup inspirée, que je l'ai découpée, puis je l'ai mis en face de moi pour des années. Et je pense, je vais, pour terminer, compléter avec cette histoire-là. Quand un grain de sable pénètre dans la coquille de l'huître, ça la dérange beaucoup parce qu'un grain de sable, pour la peau de l'huître, c'est comme un clou. Et c'est très, très dérangeant, ça fait mal. Alors l'huître, au lieu de chialer, de dire victime de ça, de juger, de crier, elle a une matière qu'elle va utiliser pour aller polir ce grain de sable. Et en polissant le grain de sable, c'est comme ça que ça devient une perle. Alors, moi, ça, c'est cette histoire de l'huître qui est vraie, en fait, que toutes les perles sont à partir d'un dérangement de l'huître. Et l'huître, elle est devenue mon enseignante. Et à chaque dérangement que je vivais, je me disais, il y a une opportunité pour moi pour aller travailler ça, afin que cet inconfort, je le transforme en trésor. Et c'est à chaque état que je vis, à chaque situation qui se manifeste, je vois ça comme une opportunité. Et c'est ce que je souhaite au monde, qu'on se libère de cet état de victime et de la croyance qu'on est impuissant, et de voir nos situations de vie, nos états,
tout ce qui se passe autour de nous, parce qu'on est les architectes de notre vie, on est même, on dit, on porte le divin, le Créateur en nous. Alors, de ne pas voir cette notion juste comme une notion philosophique, puis une notion de Walt Disney, que c'est juste les belles affaires. En fait, c'est dans les inconforts qu'on découvre nos plus grands trésors. Et quand on a cette notion et ce regard, la vie devient notre allié. Toutes les situations deviennent une opportunité pour nous. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, d'aller rencontrer ces aspects d'eux-mêmes et de découvrir toute la puissance qu'ils ont en eux par la conscience et en mettant en pratique l'union dans l'âme, corps, esprit à transformer leurs états. Antoinette, lorsque je t'ai demandé, est-ce que tu penses que tu pourrais ajouter quelque chose d'intéressant à la boîte à outils du télésommeil? Dis-moi à quoi tu as pensé. Mais en fait, j'ai pensé à une conférence qui s'appelle « Connais-toi et tu connaîtras ton univers ». Une autre conférence qui est « Cultiver l'amour, guérir l'abandon ». Parce que souvent, pourquoi on s'abandonne? Parce qu'on manque de fidélité à nous-mêmes, puis c'est la base de tout. Et je vais aussi inclure une vidéo que justement, j'amène les gens dans le mouvement, alignés avec leur cœur, leur ressenti et leur pensée, l'intention. Donc, un exercice très pratique. Oui, oui, parce que moi, ça c'est super important. La théorie, la philosophie, c'est merveilleux, mais il faut mettre en pratique, il faut l'intégrer dans le quotidien, dans la réalité de la vie. Et c'est comme ça qu'on a nos transformations. C'est pas juste d'avoir la connaissance, c'est d'avoir la conscience et d'avoir la pratique en même temps. Le passage à l'action. Le passage à l'action. Antoinette, un énorme merci. C'est une magnifique rencontre. Et puis, je vais inviter les gens à visiter ton site Internet. Donne-nous l'adresse encore une fois. On va le mentionner dans le bas de l'écran. Mais c'est www.antoinettelayun en un seul mot, .org. .org. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci, Antoinette. Merci, et puis, tu vois, je t'écoutais, Antoinette, puis je me disais, je viens de reconnaître toute la valeur d'un collier de perles qu'on porte au cou. Exactement, c'est ça. Mais merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites, Annie, aussi. C'est extraordinaire. C'est un bonheur. C'est un bonheur.